Mais là, on commence à voir des chiffres dégueulasses. Hein. Sur les 3 derniers mois, ils ont 10 milliards de dollars de pertes. Évidemment, on a Michael Saylor qui voit super long terme, il a pas peur. Prix moyen d'achat 66 000 $. Je pense que ça pourrait faire peur au marché. Il y a quand même quelque chose, les planètes s'alignent, mais c'est quasiment le prix de l'ancienne ATH. Je sais pas, il y a quelque chose. Le fait qu'il y ait l'ancienne ATH vers ces prix-là, vers les 70 000 $, et le prix d'acquisition de MicroStrategy, si on revient à 70 000 $, oh, je sens qu'on va... Ah, c'est sûr qu'il va se passer des trucs. Ça m'étonnerait qu'on reste à ce prix-là, ou qu'on fasse quelque chose qui nous donne l'impression que, oh, il s'est rien passé finalement. Ah, on est revenu à l'ATH de 2021, oh, j'avais pas fait attention, tiens. Bon, ils sont toujours en profit au total. Hein, rassurez-vous pour eux, ça va, tout va bien. Mais quand même, sur les 3 derniers mois, ça pique un petit peu. 41 milliards de dollars de BTC au total, quasiment 500 000 BTC. Je suis persuadé qu'Hyperliquid a tapé son plafond de verre et que là, les stats, ça va être done only. Ouais, ils ont leur layer 2, ils ont ci, ils ont ça, le staking, blablabla. Ils ont pas réinventé la roue, hein. Ça y est, les gens, ils ont mis du feu sous de l'eau. Ouah, t'as fait de l'eau chaude, oh putain. Oh, avec le fil, tu peux couper du beurre. Waouh, c'est ouf. Bientôt l'eau en poudre. Calmez-vous. Oula, ça a mal vieilli. Bitcoin était à 50 000 $. Attention, trigger warning, Ether était à 4 000 $. Oh, wow. Attention, calmez-vous, âme sensible s'abstenir. DOT était à 30 $. Waouh. Par contre, XRP, il était à 91 centimes à l'époque. Ah, ça, c'est ouf. Cake, il était à 12 $, mais là, il y a ma grosse tête devant. Matic, il était à 3 $, j'ai vu. Il y a quelques temps, je m'étais amusé à shorter des tokens que je voyais revenir assez souvent sur le CTFR, hein, sur le crypto Twitter francophone, et je me suis dit que j'avais envie de pousser l'expérience, de pousser le vice. Si on est dans un bear market, j'ai tout intérêt à shorter un peu tout le marché. Du coup, je me suis fait mon propre indicateur. J'ai pas shorté tous les tokens d'Hyperliquid, mais j'ai pas shorté des tokens que je connaissais pas en dehors des mêmes coins. C'est la seule catégorie que je me suis permis de shorter sans particulièrement connaître les projets derrière. Mais par contre, pour tout ce qui est en dehors des mêmes coins, c'est que des projets que je connais et sur lesquels j'ai des billets de ce côté-là. Évidemment, ça se passe pas toujours comme on le prévoit. Il y a quelques coins qui ont performé ces derniers jours. On a le même coin Jelly. Je sais pas du tout ce qui s'est passé autour du même coin. On a un retour de Cake aussi. Petit rallye. Ça arrive de temps en temps que le Cake nous fasse des rallyes. Vous voyez, il y a pas longtemps, il est passé de 1,5 $ à 4 $. Si on remonte un petit peu, 2,5 $ à 5 $. C'est assez habituel. Il fait souvent des hausses un petit peu abruptes, mais bon, je m'en fais pas trop. Je suis rentré du coup vers 1,50 $. Et là, il a fait un x2 depuis que je suis rentré quasiment. Donc oui, il y a des coins sur lesquels je suis dans le rouge. J'ai fait que des ordres croisés, donc je peux ne pas me faire liquider même si le truc il fait un x2, un x3. Bon, s'il fait un x50, je vais être liquidé et je vais perdre tout l'argent que j'ai déposé sur ce portefeuille. Mais voilà, ça constitue un peu mon index. Il n'y a pas tout l'argent non plus qui a été investi, il y a encore des liquidités qui restent. Pour éviter justement que je me fasse liquider, que je perde tout ce que j'ai déposé sur ce portefeuille. Mais voilà, c'est mon petit index. Pour l'instant, il est dans le négatif. Vous voyez pas avec ma webcam devant, je vais couper ma webcam. Donc il est dans le négatif, je suis à moins 60 $. Et c'est à peu près... ouais, il y a plus de tokens dans le rouge que dans le vert pour le moment. Force est de constater que quand j'avais mis le premier short en place, j'étais tombé particulièrement dans un bon moment. Hein, shorter n'importe quand, ça marche pas forcément dans un bear market, si tant est qu'on est dans un bear market. En tout cas, ce sera l'indicateur... c'est un indicateur que je vais garder, c'est le wallet des gènes, donc j'en ai un peu rien à foutre hein, si ça va à 0, et ça me permet d'avoir vraiment une petite température de marché. Qu'est-ce qu'on a dans ce qui est plutôt vert? On a le même coin Vine, on a le token de Tensor, donc voilà, j'ai des positions de 12 $ globalement sur la plupart des coins, et on a certains sur lesquels je me suis permis de mettre un petit peu plus parce que j'avais des convictions. Et i16Z par exemple, mais voilà, la plupart je suis resté sur 12 $, et pour l'instant c'est pas des plus fameux. Voilà, j'avais montré, j'avais fanfaronné la dernière fois quand j'étais dans le vert sur tous mes paris, et ben là je vous montre. Voilà, c'est dans le rouge sur la plupart des paris. Il y a un moins 500% à lui. Par contre, Jelly, je m'attendais pas à ça. C'est un petit peu une surprise de ce côté-là. Et d'ailleurs, hein, j'ai pas 43 $ enfin, si, techniquement, j'ai 43 $ de position dessus, mais c'est parce que je suis en short.
Donc je suis rentré avec 12 $ à peu près, et comme son prix s'apprécie, bah, ma position, elle augmente. Même ma position, elle augmente, mais c'est ma dette en fait, plutôt qui augmente. Bref, on va surveiller ça, enfin je vais surveiller ça surtout, essentiellement, et on en reparlera au fil des lives, je pense. Je suis très curieux de voir ce que ça pourrait donner. Je m'étais déjà fait des challenges de genre acheter tous les coins tous les altcoins du top 100 et tout, et c'est des trucs que j'ai jamais tenus. Donc j'espère que ce défi, en quelque sorte, cet index, ouais, j'aime bien appeler ça un index, je vais le garder un petit peu. Je sais pas s'il y a des choses à en tirer, mais on en tirera des conclusions au fil du temps. Évidemment, hein, je vous incite pas à faire la même chose. Mais je suis curieux de savoir si petit A, on est dans un vrai bear market, et petit B, si ça marche, du coup, dans un vrai bear market, de parier sur un peu tout à la baisse. C'est un petit peu comme le bull run. En tout cas, sur les précédents cycles, 2021-2017, il y avait ce truc de on mettait de l'argent un petit peu n'importe où, tout montait, donc tout allait bien. C'est l'inverse, du coup, dans un bear market. Ou peut-être que ce n'est pas comme ça. C'est peut-être que le bear market sera à l'image du bull run qu'on a eu sur 2024, début 2025, où où forcément, il n'y a pas tout qui monte. On verra bien, il n'y a peut-être pas tout qui va descendre ces prochaines semaines, ces prochains mois. Tiens, c'est quoi les 5 outils incontournables de début 2022? Est-ce que les 5 outils incontournables de la DeFi en 2022, c'est les mêmes qu'aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on avait? On avait... Putain, ça commence bien. On avait DappRadar. Donc DappRadar, c'est une plateforme qui listait globalement les protocoles de DeFi, de gaming et compagnie qu'il y avait sur les blockchains. DappRadar, comment dire? Aujourd'hui, c'est vraiment nul. Hein. Tout le monde va sur DeFi Lama. Ensuite, CoinDix, Paloram, CoinDix, c'était bien pendant un moment, ça a bien marché. Je crois qu'ils font encore des API pour des professionnels. À l'époque, CoinDix, encore une fois, CoinDix, c'est devenu DeFi Lama. Oh putain, DeFi Lama, c'est devenu toute la DeFi. Sur DeFi Lama, on a une section Yields, on peut voir les bons rendements du moment. CoinDix, ça servait à ça servait à trouver où est-ce qu'il y avait des rendements sympathiques, croustillants et tout. Ensuite, ça c'est toujours d'actualité, APR to APY. APR to APY, ok, en bon anglais, un convertisseur de rendement, c'est toujours d'actualité, il y en a plein, on peut même le faire soi-même sur un tableur. DexGuru, alors DexGuru c'est devenu, non pas DeFi Lama, c'est devenu DexScreener, enfin c'est pas devenu DexScreener, mais disons que le concurrent principal, DexGuru c'était un concurrent à DexScreener à l'époque, je crois que les deux existaient déjà. Mais DexGuru c'est parti complètement dans l'oubli, alors que DexScreener c'est resté. Donc le type d'outil existe toujours, mais c'est juste plus lui. Et ensuite Dbank, Dbank c'est toujours là. Dbank ça n'a pas bougé. Par contre, la vieille version de Dbank, honnêtement l'interface de Dbank n'a pas beaucoup changé. Hein. Ils ont un petit peu lissé les trucs, ils ont rajouté... il y avait déjà un dark mode à l'époque, c'est juste moi qui suis bête et qui l'avais pas mis. Mais Dbank ça fonctionne toujours bien aujourd'hui, hein. Ça n'a pas pris une ride. Hein. Au contraire, ça s'est même bien amélioré avec le temps. Oh regardez, ça y est, je l'ai. Là c'est l'accueil de Dbank, et vous voyez, on peut traquer 786 protocoles sur 16 blockchains différentes. Et quand on passait le curseur sur le logo Solana, il y avait écrit Coming Soon. C'était en janvier 2022, c'était il y a plus de 3 ans. Ils ont jamais ajouté Solana. Ah là là. D'un côté, je me dis, le farming à la 2021. Le farming à la 2021, c'est on crée un token qui vaut que dalle, mais on en imprime sur notre DEX, sur notre plateforme de lending ou je ne sais quoi, et on le distribue aux gens qui viennent utiliser le protocole. Simple, clair. C'est distribué de manière linéaire en quelque sorte, et voilà, il y a une petite pression vendeuse qui est ajoutée tous les jours. Le modèle à la 2024, parce que ça, il y en a eu énormément en 2024, c'était le modèle à points. Ça date techniquement d'avant 2024, mais je trouve que c'est l'année qui l'a popularisé. Donc le modèle à points, le gros problème, enfin plutôt le modèle des airdrops. Le gros problème des airdrops, c'est que ça apporte une grosse quantité de tokens d'un coup, et je sais pas si économiquement c'est mieux que du farming linéaire comme on a connu en 2021. Quoique, parce qu'au début les protocoles sont assez inflationnistes. Il y a des protocoles qui avaient essayé, je me rappelle d'un fork de PancakeSwap sur la Binance Smart Chain qui avait fait un truc assez curieux, c'est qu'ils avaient émis tous les tokens qu'ils comptaient émettre. Je crois que c'était 100 millions de tokens, et d'ailleurs je crois que le token s'appelait Tao. Il me semble que le token s'appelait Tao, mais je suis pas sûr à 100%. Je vais essayer de vérifier ça sur DexScreener. Enfin bref, ils avaient émis
Ils avaient mis tous les tokens à l'avance et ils les avaient bloqués en fait sur un smart contract et les émettaient petit à petit. Donc ça revient exactement au même que sur PancakeSwap où ils les émettent normalement sans tout créer d'un coup et les débloquer. Ils avaient juste changé la source du déblocage des tokens. Mais du coup sur le papier, ah regardez, ils sont déjà tous en circulation. Bref, je crois que c'était Friction Finance, le nom du protocole. Un truc comme ça. Qu'est-ce qui se passe si je tape Friction Finance? Oh, Friction Finance, Tao. Je l'ai là. Et ce truc vaut encore, il y a encore 700 000 $ de market cap. Ça me termine. Tao, le token Tao. Avant justement le Tao qu'on connaît autour de l'intelligence artificielle et compagnie. Voilà, Friction Finance. Putain, je me souviens de ça, ça date bien. C'est un loss media de la DeFi, ça, Friction Finance. Est-ce que leur interface existe encore? Ouais, non, sans surprise, le site n'existe plus. Dommage. Mais bon, c'était Friction Finance, du coup, Tao. Le Tao avant l'heure. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'avaient, celui-là. Hein. C'était un énième fork de PancakeSwap, pas terrible, hein, évidemment, qui a fini dans l'oubli, comme tous les autres. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas gas.zip. Je veux passer de Base à Mental aujourd'hui. Je peux sans problème aller sur gas.zip et échanger un petit peu d'Ether de Base et récupérer des tokens Mental. Encore mieux, si j'utilise Jumper et que je bridge mes stablecoins de Base à Mental, Jumper me propose même de faire ça en même temps, de récupérer un petit peu de tokens Mental en payant avec un petit peu d'Ether, voire en prenant sur les USDC que je bridge, ça va dépendre des protocoles. À l'époque, il n'y avait pas d'outils comme ça. Si je voulais bridger d'une blockchain à une autre, je devais m'assurer d'avoir de quoi payer les frais. Et en général, du coup, on passait sur les exchanges pour acheter de l'Ether, pour acheter du Phantom, pour acheter du BNB, ce genre de choses. À l'époque, on n'avait pas des bridges comme Stargate avec leur standard OFT qui permet de bridger tes tokens sans avoir de pool de liquidité. À l'époque, on était obligé, si on voulait passer d'une blockchain à une autre, de bloquer des fonds de la blockchain A et de la blockchain B au même endroit et de pouvoir les échanger comme ça. Et du coup, je me souvenais pas du tout de ça. O3Swap, c'était un bridge populaire à l'époque pour aller sur la UOB EcoChain. Voilà, ça n'existe plus, la UOB EcoChain, hein. Soyons clairs, enfin si ça doit encore exister, mais c'est tellement mort, doit rester un validateur qui fait tourner les transactions histoire d'eux. Et à l'époque, il y avait 400 millions de TVL juste sur ces deux pools, sur l'USDC, sur Bitcoin. Aujourd'hui, c'est impensable déjà de voir des bridges qui fonctionnent comme ça. Il y avait 124 millions de $ de volume là sur 24 heures sur le BTC. 124 millions de $ de BTC qui étaient bridgés entre la Binance Smart Chain, Ethereum et la UOB EcoChain. Enfin... ah, c'était quelque chose. Et ça date de quand ça? Ça date de août 2021. 43% sur l'USDC, ça me choque. Ça me choque. 14% sur l'Ether. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bonne soirée à tous, bonne nuit, bonne fin de journée ou bon début de journée pour ceux qui sont dans d'autres pays. Hein, il n'y avait pas les mêmes fuseaux, on n'est pas à la même heure partout. Et à mardi prochain, même endroit, même heure. J'espère que je serai à l'heure aussi mardi prochain, mais j'ai réussi cette semaine. Pourquoi je réussirai pas la semaine prochaine? On verra bien. Allez, salut tout le monde et à la prochaine.